dans le parc, ramasser les papiers qui volent, les palettes, etc. Bon, mon directeur quand même a quand même eu la présence d'esprit de se dire que c'était pas ce qu'on voulait faire avec ces jeunes-là, parce que le but c'était quand même de les mettre dans le milieu ordinaire, donc pas de les préparer à un CAP de balayage, mais bien de leur donner quand même des compétences techniques quand même qui soient intéressantes pour eux pour aller vers le milieu ordinaire. Et donc il avait trouvé là, cette activité-là de contenants, de réparation des contenants. Donc ça, c'était un peu pour moi pareil, parce que c'est de la métallerie. Il y avait de l'adaptation, parce que ce qui était mousse, alors les différentes épaisseurs de mousse, caoutchouc, la mousse, la feutrine, la peinture, la mécanique, parce qu'il y avait de la mécanique. Parce que tous ces contenants-là, la plupart du temps, ils sont sur roues. Donc, évidemment, les roulements à billes, ça s'use. Donc, il fallait que je m'adapte un peu à ça. Ça a été très vite. Et que j'enseigne aux jeunes. Les jeunes que j'avais, c'était un groupe de 10 à 12, ça allait. Ils n'avaient aucune connaissance dedans, aucune connaissance ni de soudure, ni de mécanique, ni quoi que ce soit. Il fallait démarrer comme je l'avais fait à l'IM Pro avant, sauf que là, c'était des jeunes majeurs, reconnus travailleurs handicapés. Mais il fallait démarrer vraiment de la base, la connaissance des outils, pour leur apprendre ça. Quel type de handicap ils avaient, ces jeunes-là? Alors, très bien. Alors, en fait, moi, quand je les ai vus, j'ai l'impression que ces jeunes-là, ils n'étaient pas handicapés. Il y a différents niveaux de handicap. Et je pense que, j'en ai entendu parler, mais je pense que donc l'AXEA, l'association calvadosienne, là, qui avait monté cet ESAT, là, je pense qu'avec la MDPH, la maison départementale des travailleurs handicapés, c'est ça? C'est L'ex-Cotoret. C'est-à-dire qui s'occupe, en fait, qui reçoit les dossiers de demande de travailleurs handicapés, essaye de les reclasser. Bon, ils avaient évidemment discuté avec l'AXEA, et je pense que l'AXEA n'avait pas envie de se planter quand ils ont monté cet ESAT sur les murs. Ils avaient fait un certain choix de personnes qui étaient aptes à travailler dans cette entreprise-là, même dans les deux autres d'ailleurs, hein, dans Super U ou chez Le Galet, Quincaillerie. Hein. Et en fait, ils avaient pris des jeunes qui étaient pas très, très handicapés. Moi, je dirais que les handicaps qu'ils avaient, les miens, c'était des handicaps sociaux. C'est-à-dire que, avant de travailler, même, je vous ai dit que j'avais travaillé en lycée professionnel, mais j'avais aussi travaillé en association, vraiment petite association, là, la vraie association avec le directeur, le sous-directeur et 3 moniteurs. Et on travaillait avec des jeunes délinquants, ou pré-délinquants d'Hérouville-Saint-Clair, c'est la petite ville qui se trouve à côté de Caen, petite ville de banlieue, où il y avait, enfin dans les années 80 encore, beaucoup de délinquance. J'avais travaillé avec ces jeunes-là. Les jeunes que j'ai eus chez Renault Trucks, pour moi j'ai eu à gérer légèrement, mais des problèmes comme ça. C'est-à-dire c'était plutôt des problèmes de comportement. J'ai pas envie de travailler, j'ai envie de cet outil-là pour ma mobilette, donc je le prends pour chez moi, etc. C'était plus des problèmes comme ça. Pour moi, il n'y avait pas de gros problèmes de handicap. En vérité, ils avaient quand même un petit problème de compréhension. C'est-à-dire qu'ils étaient majeurs, et ça allait, je crois, de 18 à 22 ans. Le plus âgé que j'ai eu a peut-être eu 25 ans. Et effectivement, dans leur comportement ou dans leur tête, ils n'avaient pas 18 ans. Ils en avaient 15 ou 14. Donc je m'adaptais à ça, dans la façon de leur expliquer quelque chose. Expliquer, par exemple, ce qui me tenait beaucoup à cœur, c'était les dangers de l'outillage dans mon atelier. Parce que c'est quand même, on a des outils électroportatifs qui tournent vite, qui peuvent trancher des doigts. Hein. On a des marteaux, on a des masses, on a des postes à souder, il faut se protéger les yeux. J'ai vu un jeune dans le métro d'ailleurs qui avait des doigts en moins. Il était encore en soins. Il venait d'avoir un accident avec une scie. Ah oui, ouais. Donc pour moi, j'ai toujours été pointilleux là-dessus, peut-être trop, mais enfin bon. Au moins j'ai pas eu d'accident. Et donc, je ne sais plus où j'en étais. Tu étais en train de parler de l'atelier des contenants et des jeunes. Former les jeunes. Ouais. Donc, oui, en fait, voilà, j'ai pas trouvé qu'ils avaient un handicap, à part un peu l'immaturité. Hein. C'est pour ça que je dirais handicap social. Ils n'avaient pas de handicap physique. Il y en a un qui est arrivé après par la suite, qui avait un handicap d'audition, il entendait mal. Mais sinon, c'était des jeunes, ils n'avaient pas de handicap moteur, hein, bien sûr, ils n'étaient pas en fauteuil.
Pour moi, bon, on m'a pas demandé mon avis, mais je n'avais pas l'impression d'être avec des jeunes handicapés. Ces jeunes-là, moi, je les avais eus en association avant, quand j'ai commencé à travailler dans la petite association. C'était les mêmes. Sauf tu n'avais pas connaissance de leur handicap. De toute façon, c'était médical. Ah bah oui, de toute façon, j'avais pas... Tu n'avais pas le droit d'accéder. Oui, tout à fait. Mais je veux dire, de visu, comme ça, voilà. Oui, à voir. C'est des jeunes, vous les verriez dans un bus, là, dans Rennes, bah, c'est un jeune normal. Bon, moi, après, je savais qu'effectivement, il y avait une immaturité, parce que je le voyais bien au jour le jour, dans leur comportement avec moi ou avec leurs camarades, mais c'est tout. Ce n'étaient pas des jeunes... voilà. Je pense qu'il y avait eu ce choix de fait au départ pour lancer les AT. Après, si vraiment, bon, c'était un peu pipé, parce que je pense que par la suite, il aurait la chance, elle doit être donnée à tout le monde. Quelqu'un qui veut être dans l'atelier, alors dans le mien ou dans les 2 autres ateliers, il devait y arriver, même en fauteuil roulant à la limite. Donc, bon, là, il s'était donné les chances, l'association, de commencer avec des jeunes pas trop handicapés, avec léger handicap, mais après, je ne sais pas comment ça a évolué. Et c'est la MDPH qui les avait orientés, en fait Alors, il y a des commissions, il y a des commissions, et ils sont orientés sur les trois ateliers, selon leurs souhaits aussi, bien sûr. Je peux faire un petit pas, enfin, parler? Oui, mais c'est sûr, bien sûr. Je te coupe pas dans non, partie de ton récit. J'ai travaillé dans une asso qui accueille des personnes à la sortie de la psychiatrie. Donc pas mal d'entre eux vont dans des ESAT. Et au début de l'asso, c'était des CAT encore, quoi. Et ce que j'ai vu à un moment donné, ce qui m'a vachement surprise, c'est les personnes qui étaient avant dans un milieu professionnel standard. On les envoyait, ces personnes, dans les ESAT. Et elles-mêmes, elles n'en revenaient pas. Pour elles, c'était une dégringolade. C'était déjà, elles n'allaient pas bien, mais en plus, aller travailler dans un ESAT. Alors, des fois, c'est pour souligner ça. Qu'est-ce que ça fait dans la tête des gens, aller travailler dans un ESAT? Il y en a qui étaient très fiers, parce que ça vraiment, ils se sentaient valorisés d'avoir une tâche à faire, un lieu, on les attend pour telle tâche. Et d'autres, comme ces personnes qui étaient diplômées, on envoyait dans les ESAT. Et là, je me suis dit, mais en fait, ils veulent du rendement et ils savent que ces personnes, elles vont, si elles acceptent le match, elles vont avoir du rendement. Je me suis posé la question. Et ces personnes avaient été orientées par la MDPH. Alors, je sais pas. Parce qu'en fait, pour aller en ESAT, il faut ce qu'ils appellent une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la RQTH. Alors après, on rentre dans les sigles. Oui, il était question d'RQTH. Il y a la CDAPH, qui est la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées. Ouais. Donc, ils disent la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, RQTH, permet l'accès à un ensemble de mesures favorisant le maintien dans l'emploi ou l'accès à un nouvel emploi. Vous êtes concerné si vos possibilités d'obtenir ou de conserver votre emploi sont réduites du fait de la dégradation d'au moins une fonction physique, sensorielle, mentale ou psychique. Oui. Vous devez être âgé de plus de 16 ans. La RQTH est attribuée pour une durée allant jusqu'à 10 ans ou à vie dans certains cas. Donc ces gens avaient dû avoir une orientation ESAT par la RQTH. C'était vécu comme un effondrement, quoi, comme la vie est finie. Quoi. En fait, on peut refuser ces gens, on peut refuser d'aller en ESAT. L'ESAT, on ne peut pas mettre quelqu'un en ESAT contre sa volonté. Contre son gré, bien sûr. Mais comme certains étaient, bon, je vais essayer quand même, quoi. Peut-être ça me remettra le pied à l'étrier, etc. Mais il y en avait eu pas mal à un moment donné, et on s'était posé la question, est-ce qu'ils ne sont pas en train de remplir les ESAT avec des gens qui vont fournir un bon rendement? C'est un peu ce que Thibault dit, en fait, ce qu'il constate dans le constat qu'il fait, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui sont appelés à aller en ESAT et qui souvent sont des gens qui ont travaillé en milieu ordinaire avant, donc ça veut dire que maintenant, les ESAT, en fait, peuvent refuser aussi des... Il y a un tri sélectif, en fait, quoi, qui se fait de plus en plus. C'est-à-dire que les personnes qui autrefois avaient leur place en CAT ou en ESAT, aujourd'hui ne sont plus le même public. Vont ailleurs, et vont dans des institutions, par exemple, quand il y a de la place. Ouais. Et quand il n'y a pas de place dans les institutions,
Elles sont la charte des familles. Il y a un autre truc qui existe, je crois, c'est pas Samsa, non, c'est un truc qui existe, qui prépare éventuellement à l'ESAT, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a un S. Les SAMSA, c'est encore autre chose. Oui, oui. Alors, Il y a un S. il y a les oui, un truc comme ça. Mais c'est plein, comme il dit Thibaut, c'est plein de cycles, on s'y perd. Moi j'ai essayé avant de préparer la réunion de noter un petit peu les différents cycles. Donc là, ils mettent la CDAPH. Oui, alors la CDAPH oriente les personnes handicapées ESAT lorsqu'elles constatent que leur capacité de travail ne leur permet pas de travailler en milieu ordinaire, à savoir une incapacité de travail inférieure à 1/3, mais qui nécessite un soutien médical, éducatif, social ou psychologique. Donc c'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui est orienté ESAT, il devrait pouvoir bénéficier de tout ce qui est dit là, hein, du médical, de l'éducatif, du social. En gros, ce que Thibaut aussi dit dans son livre, c'est que en fait, on emploie de moins en moins de de personnes. Le côté insertion par l'encadrement par de professionnels médicaux ou autres passe un petit peu à la trappe au détriment de la productivité, de la capacité de la personne. Au détriment ou en faveur pour privilégier la productivité? Non, c'est ce qu'il veut dire. Ouais. Ouais. Et alors, oui, du coup, en ESAT, est-ce que vous avez, l'un comme l'autre, constaté la présence de personnel médical, infirmière, psy est-ce que ça existe encore? Le côté médico-social? Il y a le côté médecine du travail, il y a des infirmières. En fait, moi, ce que j'ai vu dans mon EA, par rapport aux usagers, c'est qu'ils bénéficiaient de tout ce qui était médical au même titre que nous en EA, c'est-à-dire les visites médicales annuelles, le contrôle médical, etc. Après, le chargé d'insertion était prétendument psychologue. Personnellement, je n'ai pas trouvé tellement. Il avait une formation de psychologue? D'après ma DRH, oui. Mais je n'ai jamais vu de diplôme. Il se disait, quand il était embauché, il se disait être psychologue aussi. Bon, en fait, son rôle, c'était de recruter. C'est lui qui recrutait en fait les usagers. C'est lui qui recrutait les travailleurs handicapés aussi. Son rôle, c'était le recrutement surtout et le suivi après des dossiers, des personnes médicales ou autres. Mais moi, je n'ai pas vu. Il y avait une assistante sociale qui était la même pour les usagers que pour nous. Voilà, mais j'ai pas vu sinon c'était des animateurs en ESAT, des gens qui les encadraient, des moniteurs d'ESAT, qui parfois pouvaient être des anciens travailleurs handicapés qui n'étaient plus en capacité de travailler en EA, qui avaient été mis en... C'était souvent par le biais syndical, CFDT d'ailleurs, c'est-à-dire que ceux qui avaient des problèmes... physiques en EA chez nous pouvaient parfois se retrouver animateurs sans même avoir fait une formation. En ESAT. En ESAT, ouais. Pas mal. C'est pas mal ça. Ouais, c'est du recrutement interne, ça, c'est du... Voilà, donc moi j'ai pas vu personnellement, je sais qu'ils avaient droit, certains, à un moment, ils avaient des cours de français par exemple. Je sais qu'ils faisaient certains s'inscrivaient pour pouvoir bénéficier de cours de français, donc de remise à niveau au niveau français, mais au-delà de ça, j'ai pas vu de... Voilà. Moi, ce que je me suis surtout préoccupé, c'est en fait de voir mes collègues TH, comme moi, être mis en ESAT. C'est plus ça qui m'inquiétait, c'est-à-dire que j'ai vu progressivement, je suis arrivé en 2000, et j'ai vu progressivement les effectifs des ESAT qu'on avait au sein de l'EA s'agrandir,
parce que mon chargé d'insertion s'arrangeait pour venir à la pêche, comme je le disais moi, régulièrement. Je le voyais venir dans les ateliers, hein. D'ailleurs il le dit, ce qui est assez marrant dans le témoignage que moi j'ai fait, en fait ils se cachent même pas, c'est-à-dire qu'ils n'essayent même pas de dire le contraire de ce que moi j'ai pu leur reprocher, c'est-à-dire ils venaient chercher des gens sur leur... Le chargé d'insertion pouvait descendre dans les ateliers, il venait à un poste où il avait vu quelqu'un en vue pour le glisser en ESAT. Il observait, il lui disait il faut qu'on parle, il le dit clairement dans le livre. Enfin, moi je suis assez effaré du témoignage qui donne, parce que Thibault, en fait, quand il m'a rencontré, après que j'ai eu son contact avec Olivier, quand il est venu nous rencontrer, j'étais déjà sur une affaire prud'homale par rapport à un collègue que je défendais qui était TH comme moi et qui voulait mettre en ESAT, et lui il refusait d'aller en ESAT. Donc, et moi, mon boulot de syndicaliste, quand j'ai eu mon mandat syndicaliste, je savais que je pouvais m'exprimer pour les travailleurs handicapés. Donc j'avais remarqué qu'en fait, sur la ligne où je travaillais de production, qui était une ligne pour Sanden, une boîte qui est à Tinténiac, où on faisait des trucs pour les voitures, pour la climatisation des voitures. Donc moi j'étais au certissage et je voyais que certaines collègues qui étaient sur ma ligne n'étaient plus avec moi à travailler. Et je demandais à mes collègues, mais où est-ce qu'il est passé, machin, et tout ça. Puis il y a un qui me dit, ils l'ont mis en APE à l'ESAT. Alors moi, je ne savais même pas ce que c'était que les ESAT. Au début, je suis rentré dans la boîte, j'étais dans un atelier protégé. Je ne savais même pas. Je voyais un truc qui était fermé au sein de mon atelier, on appelait la bulle, qui était un espèce de bâtiment fermé, clos. Je voyais des gens travailler là-dedans. Mais moi, je croyais que c'était des gens de l'atelier protégé, qui étaient dans ce lieu isolé. Et en fait, c'était un ESAT. Pour expliquer, donc toi, quand tu as commencé à Bretagne Atelier, donc entreprise adaptée... Atelier protégé. Atelier protégé, ouais. Donc tu étais soumis au Code du travail, ouais. Mais tu étais payé 90% du SMIC. J'étais à 90% à l'époque, ouais. Et en fait, on ne sait même pas trop pourquoi c'était 90%. Et au niveau légal, il n'y avait rien qui disait ça. Après, ils vous ont... Enfin, tu me corriges, hein, enfin, tu me corrigeras sur la vidéo. Après, tu as été mis à 100% comme tes collègues du SMIC. À partir de là, c'est la loi 2005 qui a changé ça. D'accord. Et à partir de ce moment-là, il y a, enfin, peut-être de façon décorrélée, mais il y a eu des tentatives pour faire passer les gens, donc en ESAT, donc là les gens sont payés la moitié du SMIC, et donc dans le bouquin... Avant même qu'on soit là. Et donc moi j'ai appris dans le bouquin que donc, les gens en ESAT ils gagnent la moitié du SMIC. 70%. On parle de 50, bref. Et sur ce montant-là, il y en a qu'en moyenne 11% qui sont payés par la structure, en fait, par les AT. Tout le reste, c'est de l'impôt, en fait, qui payent leur rémunération. C'est des bénéficiaires, comme dit Thibault. Donc en fait, ça veut dire que tes collègues qui sont allés en ESAT, ouais. Ils ont gagné, enfin, en moyenne, moitié moins que ce qu'ils gagnaient avant. Oui. Et ils ont eu un complément avec avec l'allocation adulte handicapé, ouais, qui compensait en fait la perte de leur revenu en EA. La hache étant, pareil, soumis, enfin c'est de la solidarité nationale, c'est l'impôt en fait qui paye ça. Quoi. Ouais. Pour des activités productives qui étaient faites avant par les salariés au Code du travail. Quoi. Oui, donc moi, c'est essentiel pour moi. Mon travail de syndicaliste, en fait, c'était de dénoncer ce passage que je considérais un passage forcé, un passage non choisi, si tu veux, de l'entreprise adaptée vers les ESAT de cette entreprise adaptée. D'ailleurs, ce qui est drôle dans le témoignage, parce que moi j'ai appris des choses en lisant le livre de Thibault sur même ma boîte, si tu veux, parce qu'à un moment donné, moi il me disait rien quand je demandais pourquoi on met les gens en ESAT. Alors que tu étais délégué syndical. Oui, enfin je venais à peine de l'être. Ce que j'avais remarqué, c'était, comme je dis tout à l'heure, des collègues étaient placés dans la structure ESAT, ce qu'ils appelaient APE. Alors APE, j'ai jamais su ce que ça voulait dire. J'ai demandé un jour à ma DRH qui descendait faire les tours des... C'est une existence légale, APE? Pour moi, c'est un truc qu'ils ont inventé dans la structure pour spécifique. Elle me dit, Claude, j'ai rien à te donner là-dessus, puisque de toute façon, c'est pas dans le code du travail. Et là, je lui dis, mais écoute, ça s'appelait Comique Chenet, on peut le dire, hein, je l'ai tutoyé, mais je lui dis, mais Comique, si c'est pas dans le code du travail,
les salariés devraient être au courant de ce que c'est. Parce que là, vous glissez des gens de l'EA, des gens qui sont dans le code du travail, qui ont des droits de travailleurs, vous les sortez du code du travail, comme ça, sans même qu'ils en aient fait la demande. Comment tu peux m'expliquer ça? Et l'APE, alors j'ai demandé que le texte, j'ai demandé qu'il spécifie, j'ai mis un tract à mon panneau syndical, j'ai dit les travailleurs handicapés de l'EA demandent à Abgral, qui s'appelait Abgral, donc c'est cité dans le livre, donc je peux le dire aussi, demande à M. Abgral, notre chargé d'insertion, un mot où il expliquerait qu'est-ce que l'APE. Je demandais en fait au moins dans le truc de la boîte, il y ait quelque chose qui explique ce que c'était que cette APE, qui était un SAS pour amener les gens les autres. Et c'est un truc hyper pervers parce que il m'avait dit, il m'avait convoqué quand il y a un collègue qui me disait mais Claude, tu rigoles, tu crois qu'il va te répondre, il est vu pour qu'il nous prenne déjà, il va pas te répondre. Je lui dis mais si, il va me répondre parce que son nom il est sur mon panneau syndical. Il va être obligé, je te dis, dans 1 heure, je suis convoqué dans son bureau. Ça n'a pas traîné. J'ai passé 2 heures avec le responsable du site des Champs-Martin à l'époque, qui est un site qui a été vendu après, qui explique d'ailleurs en partie ses mises en œuvre. En gros, il m'a dit, je te donnerai un texte. Après 2 heures de négociation avec eux, le chargé d'insertion et le responsable, le RPI, comme on disait, le responsable de production. Et je suis revenu à ma place. Et puis, en fait, ils m'ont tendu un traquenard pour ne pas avoir à répondre. En fait, la DRH a dû lui dire non, non, t'as rien à lui donner là-dessus. Il n'y a rien à préciser sur ce qu'on fait vis-à-vis des gens qu'on glisse dans les actes. C'est incroyable cette réponse. Hein. Non, mais ils n'ont pas besoin de savoir, quoi. Bah, c'est-à-dire que ça veut dire à quel point on nous prend pour des gens manipulables et comment on peut nous façonner à leur guise, quoi. Il se trouve que là, les travailleurs handicapés, en règle générale, ça revendique pas, ça ne demande pas, ça s'inquiète pas de ses droits, etc. Moi, ils sont tombés sur moi. Bon, je suis pas ici pour rien, je veux dire, ils sont tombés sur le mec le travailleur handicapé atypique quelque part, qui correspondait pas au profil du travailleur handicapé qu'ils ont l'habitude de gérer. Donc moi, de manipuler, voilà. Donc moi, je me faisais plaisir, j'étais presque content d'avoir des revendications, même par rapport à mes collègues et tout. Et en fait, ils ont refusé en fait de me donner un texte à l'époque, et ils m'ont sanctionné, c'est-à-dire qu'ils se sont arrangés pour me trouver une faute, comme quoi je parlais trop avec un collègue, alors qu'un chef était parti, qu'il avait dit qu'on ne devait pas parler pendant la production et tout ça. Il se trouve que j'avais un collègue au carton qui m'alimentait ma ligne et tout, qui était un bavard et qui parlait beaucoup, et ça n'empêchait pas de travailler d'ailleurs. Et on n'avait pas suivi ces consignes-là et on continuait à discuter malgré qu'on nous avait dit que... Et à la cafétéria, il a eu écho, le chargé d'insertion, que moi et ce collègue-là, on parlait. D'ailleurs, ce collègue, il voulait le mettre en désastre. Et qu'on avait parlé pendant que notre chef n'était pas là. Du coup, il a convoqué, alors c'était incroyable comme méthode, comme façon de faire, il a convoqué toute ma ligne dans une salle avec le responsable de production et le chargé d'insertion qui était assis. Moi, je suis arrivé... Notre chef d'équipe est venu, il dit bon, toute la ligne au bureau de machin, là, il faut que vous y allez. Oh là, il y a le collègue qui me regarde, il me dit Claude, ça sent pas bon, là. Il y a un truc qui se prépare pour ce soir, tu n'auras pas ton mot, je te garantis. Et il avait raison, parce qu'en fait, il prenait à témoin, il avait entendu à la cafétéria une fille qui se plaignait qu'on n'avait pas suivi ses consignes de silence. Et il avait eu écho de ça, et comme il ne voulait pas me donner, il avait eu peut-être l'ordre de ne pas me donner de texte sur le fameux APE, il m'a sanctionné, il m'a dit que c'était très grave, qu'on n'avait pas obéi et tout ça. Et j'ai été convoqué plus tard par la DRH qui m'a donné une sanction disciplinaire de changement de site.
comme on avait plusieurs sites, c'était un gros EA, hein, il y a des sites, on avait des sites à Verne, à Saint-Herblon, à la Touche-Tison, on travaillait avec PSA et tout ça. Donc ils m'ont amené sur un site un peu à l'écart, à Saint-Herblon, pour en fait... Non, il n'y avait pas à Bonne-Bretagne. Oui, bah, c'est pas loin de Saint-Herblon, c'est pas loin de... Donc ils m'ont changé de site, donc une sanction disciplinaire, le changement de site qui est quand même la sanction avant la porte la plus, la plus craignos, quoi. Bon, tout ça pour l'histoire, tout ça parce que finalement ils ne voulaient pas me donner de texte. Donc moi je suis arrivé sur ce site-là, j'ai été convoqué par mon RPI, le RPI du site, qui voulait un peu en savoir plus. Alors je lui ai expliqué, je lui ai donné ma version des faits. Bon, lui il a pris note, il m'a dit bon on va te mettre en câblerie, tu seras capable de te débrouiller. Bon, il n'a pas été dur avec moi, il m'a simplement écouté et puis il a compris que quelque part je leur en voulais d'avoir eu cette sanction. Et il se trouve après que tout le monde a été... c'est-à-dire que finalement, ils m'ont taillé une réputation qui m'a bien aidé, parce que ça m'a permis de faire 3 mandats syndicaux. J'étais réputé comme le travailleur handicapé forte tête, qui avait tenu tête à sa direction. Et comme les travailleurs handicapés ont peur de se défendre à titre individuel, tout ça, ils ont voté à fond pour moi aux élections professionnelles. J'étais le 2e syndicat, la CFDT était syndicat majoritaire, moi j'étais le 2e syndicat et après j'avais un collègue de la CGT qui était en 3e position. Mais j'ai toujours été 2e syndicat pendant les 17 ans. J'ai fait 3 mandats comme délégué syndical, j'ai été représentant CE, j'ai été représentant d'EP, j'ai été dans la commission ESAT pour la contester. Parce que ce qui explique aussi Thibault dans le livre, dans le témoignage que j'ai fait, c'est que les instances, quand il y avait ces passages, quand le chargé d'insertion avait préparé des dossiers pour transférer des gens de l'EA à l'ESAT, il faisait venir les instances décisionnelles sur place dans l'entreprise. C'est un truc que moi je trouve incroyable. Alors là, moi je voulais m'entretenir avec l'ARS. La CFDT, qui était syndicat majoritaire, qui avait un peu marre de ces histoires, m'a dit Claude, t'as qu'à te démerder avec ça, tu te mets dans la commission ESAT, le CE te reconnaît comme capable d'aller dans la commission ESAT. Je dis mais moi si j'y vais dans la commission ESAT, ce sera pour contester la commission même, c'est-à-dire cette commission, pourquoi elle existe chez nous, pourquoi un travailleur handicapé qui veut un changement de statut, il va lui-même à la MDPH en faire la demande. Là, c'est pas ça, c'est pas ce qui se passe. Là, c'est le chargé d'insertion qui décide, c'est l'entreprise qui décide de mettre des gens en ESAT sans que les personnes en aient fait la demande elles-mêmes. Mais c'est une atteinte au droit, on pourrait parler de l'ONU, hein, tout à l'heure, les droits de l'ONU, c'est une atteinte pour moi au droit du travail, quoi. C'est comme si toi, tu travailles dans ton boulot, puis on te dit demain, on te sort du code du travail. Tu imagines un peu, tu dis ça à un travailleur chez Citroën, ben écoute, demain je te convoque là parce que il faut qu'on te sorte du code du travail, tu es en manque d'efficience, là t'es plus productif, quoi. Ça va quoi, on est peut-être des gogoles comme il nous voit, mais il fait un portrait dans son livre, Thibault, on n'est pas beau, non mais c'est de notre côté évidemment, mais quand il dit... un handicapé, c'est moche, pas soigné, pas télégénique. Là, je prends ma revanche. Ça s'exprime mal, ça bégaye, c'est bon, enfin, en gros, ça a tous les défauts, quoi. Ça s'exprime mal, ou trop lentement. On trouve quelqu'un pour parler à sa place, un spécialiste, un responsable, un porte-parole, un tuteur, un gestionnaire, qui chante l'inclusion en costard-cravate, en disant qu'un handicapé, ce n'est pas tout à fait ce qu'on croit, c'est capable de bosser aussi durement que vous et moi. Bah, si on est capable de bosser aussi... Et ça, c'était un peu la politique de ma boîte, c'est-à-dire que tout ce qu'ils appellent le management social et tout ce qui concerne, en gros, la com et tout ça, nous, on était... il faut qu'on ait les certifications, ISO ceci, ISO cela, enfin, pour avoir des marchés, on travaillait pour des marchés... on est passé, en gros, les usagers sont passés du cartonnage, enfin, comme tout à l'heure on parlait d'ouverture, faisait des calendriers, ouverture, hein, c'était une tradition.
ben, les ESAT faisaient des calendriers, travaillaient pour Ouverture, par exemple, faire des calendriers. On est passé à ça, qui était en gros la fonction des CAT des années 50, à une forme d'ESAT où on te dit tu vas travailler pour des marchés comme Airbus, Alstom, la SNCF. Tu vas peut-être pas faire le même boulot qu'un gars en EA, mais tu vas participer à ça. C'est-à-dire que chez nous, ils ont démantelé les ESAT fermés, comme j'avais vu au Champ-Martin, là, c'est-à-dire les gens qu'on appelait la bulle, et ils les ont mis dans le prolongement de la câblerie, par exemple, où je travaillais, ils les ont mis en bout de ligne. C'est-à-dire que moi, j'amenais des trucs, une animatrice amenait des choses à l'ESAT, qui nous les ramenait. C'est-à-dire qu'ils travaillaient pour les mêmes marchés que nous. Et en fait, ils étaient dans le même alignement que nous, et ils participaient. Et des fois, on pouvait sortir aussi des gens de l'ESAT pour les mettre à travailler sur les secteurs EA avec nous. Alors moi, à un moment donné, je leur disais, mais soit on est dans le code du travail, soit on n'y est pas. Si vous sortez des gens de l'ESAT pour les faire travailler avec nous, vous les payez le temps qu'ils sont sur le secteur EA, vous les payez comme nous, au SMIC. Pas vous. Mais pourquoi un usager viendrait travailler sur notre secteur à nous s'il est payé ESAT? Est-ce qu'on sait quel bénéfice est tiré de ça? Non, bah, chez nous, le pire, c'est que le directeur s'en cache pas. Mais il se cache de rien. En fait, ils ont honte de rien. C'est incroyable. Pour moi, quand j'ai lu le livre... C'est-à-dire que alors, Bretagne Atelier, c'est toujours sans doute une association, loi 1901. Ouais. Donc c'est pas censé faire du profit. Hum, Donc l'argent qui est généré par la production, hum. c'est utilisé comment? C'est dans les salaires des directeurs? Pour acheter des bagnoles pour les cadres, pour les commerciaux. Et pour les salaires aussi. Et pour leur salaire, Ils ont des bons salaires. t'as qu'à demander à Daniel Lafranche combien il gagne, probablement C'est entre pas 14 000 euros par mois? 10 et 14, ouais, entre 10 et 15 000 euros par mois. Qui ça? Bah, notre DG. Il y a un nom qui a été donné, je crois. Mais moi j'en ai rien à foutre, c'est la CFDT qui le disait en pré-CE. Le délégué même CFDT une fois avait dit, il avait dit, notre DG il est payé probablement entre 10 000 et 15 000 euros par mois. Bon, voilà. Et c'est le gars qui va te dire que nous on est une population vieillissante et qu'il faut nous mettre en ESAT. Et d'ailleurs ils reconnaissent que les ESAT chez eux ont été faits comme en gros, pour mettre les gens en fin de carrière ou les gens en manque d'efficience. Parce qu'en fait, nous, notre handicap, il s'aggrave avec les années. On vieillit beaucoup plus mal qu'un cadre, en fait. Hein. Un mec en costard cravate, ça vieillit bien. Nous, on se dégrade en plus. Notre handicap s'aggrave. Et du coup, c'est normal qu'on nous mette en ESAT. Les ESAT, c'est des aires de repos pour nous. Mais c'est très social, cet état d'esprit. C'est pour ça que ça a été géré. D'ailleurs, tous ces lieux là, c'est géré par des gens souvent. Il y a un côté de dame patronnesse, quoi. Et c'est pour ça peut-être que le bouquin est attaqué en fait. Oui, moi quand j'ai vu le... Parce que ça dérange en fait de montrer la réalité de l'exploitation dans le milieu du handicap, alors que l'objectif, en tout cas moi ce que j'ai entendu dans le milieu syndical, c'est certains CFDTistes effectivement, par exemple, hein, c'est que le travail permet la réinsertion et ce sera un moyen pour se socialiser. Alors que là, le constat que vous faites, c'est qu'au contraire, ça aggrave votre condition de travailleur et vos conditions de santé. C'est ce que dit Thibault, parce que en fait, pourquoi il a appelé son truc handicap à vendre, c'est justement parce qu'il cite le cas d'un mec qui explique qu'il avait passé une annonce pour, en gros, dire chez nous, on travaille, en gros, on travaille aussi bien qu'en milieu ordinaire, mais ça devrait vous intéresser parce que ça coûte moins cher que... Pourquoi ils payent pas à la GFIP les 6%, enfin, pourquoi ils préfèrent travailler avec pour être exonérés de ces 6%, pourquoi ils préfèrent travailler avec des ESAT? C'est parce que les ESAT, c'est rentable. Je veux dire, Bretagne Atelier, par exemple, travaille avec PSA depuis sa création. C'est-à-dire que
Nous, on fournissait en ligne directe PSA avec des charlates qui passaient. Le donneur d'ordre qui est PSA, par exemple, voulait que ses sous-traitants soient le plus près possible. En flux tendu. En flux tendu, c'est-à-dire que on fabriquait des pavillons pour les voitures, par exemple. Moi, je me rappelle d'une collègue intérimaire que j'avais mise sur ma liste syndicale, qui était laotienne, qui avait connu tous les périples d'une réfugiée. Elle avait été fait de l'intérim chez nous pendant tellement d'années qu'à un moment donné, ils ont été obligés de l'embaucher. Quand ils l'ont embauché, c'était quelqu'un de très performant au niveau travail, très rapide, beaucoup de dextérité et tout ça. Je sais, j'ai travaillé avec elle en câblerie. Mais il la mettait sur tous les secteurs, c'est-à-dire qu'elle était polyvalente, donc elle allait des fois travailler sur ce qu'on appelait les pavillons chez nous, qui sont les trucs qu'on met sous les voitures pour lever le toit et tout ça. Il y a des films, hein, on le voit, en plus ils ont modernisé tout ça. Il y a un film qui s'appelle Ressources sociales, je sais pas quoi. Enfin, en plus on nous... Ressources humaines, vous le connaissez, ouais. Bah, par exemple ce film... Moi, à un moment donné, je voyais des gens qui étaient filmés. Quand j'arrive au boulot, des fois, je voyais des gens